Eh bien bonjour et bienvenue dans le bocal, la review hermétique 100% spoiler et 100% critique. Aujourd'hui, on critique Thor 4, Love and Thunder. Je rappelle que dans ce format, je vais critiquer un film ou une série, une saison de série, et bien sûr, petit disclaimer, cet avis ne concerne que moi, il n'engage que moi. Si vous en avez un différent, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est toujours sympa un peu de savoir ce que vous avez pensé un petit peu du film. Je vais parler de Thor 4 Love and Thunder, donc si vous ne l'avez pas vu, ou si vous n'avez pas vu les films et les séries qui mènent à Thor 4, il va y avoir des spoilers, hein, je vais parler de ça, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Si vous ne les avez pas vues, si vous n'avez pas envie de les voir, bah écoutez, faites un tour sur YouTube, hein, je pense qu'il y a 2-3 trucs à se mettre sous la dent, et puis vous revenez. Vous revenez, et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu si mon avis rejoint le vôtre. Si ce genre de contenu ça te plaît et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Alors, Marvel... Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Voilà, c'est un petit peu mon ressenti là. J'ai vu Thor 4 donc hier. Je vous avoue que je suis sortie de la salle un petit peu frustrée, un petit peu sur ma faim, un petit peu gavée. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que Marvel, en tout cas après le rachat par Disney et la fin de l'Infinity Saga, après Endgame donc, ça va le focus? Je te dérange? J'ai l'impression du coup que on a pris un tournant un petit peu redondant sur Marvel et ce qu'on nous propose, notamment dans les séries. J'ai l'impression que tout est aseptisé, qu'on ne sait plus trop quoi nous proposer et surtout, ça manque pour moi d'un but et d'un fil rouge pour diriger cette phase 4, mais on va y revenir. Je vais d'abord parler de la réalisation donc de Taika Waititi, que j'aime beaucoup, en tout cas qui a un style que j'aime beaucoup, vu que c'est lui qui a repris la licence au niveau de Thor 3, Ragnarok. C'est vrai qu'il y a eu un vrai shift dans l'exposition de Thor et surtout la direction artistique et scénaristique pour le personnage, puisque le premier Thor, en tout cas, était réalisé par Kenneth Branagh, qui est connu pour avoir réalisé aussi Dunkerque et plus récemment Belfast. Et il a une patte vachement historique dans sa réalisation, ou en tout cas il aime faire des choses très proches de l'histoire. Et c'est vrai que c'est pour ça que le premier Thor était très solennel, très imposant et très proche en tout cas de la réalité de ce que nous dit la mythologie nordique. Et moi j'ai bien apprécié le tournant qu'a pris Taika Waititi avec ce qu'il nous a proposé dès Ragnarok. Je trouve que cette patte, on la retrouve dans Thor 4 et ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé les concepts, les visuels, notamment la bataille sur la planète des ombres où tout passe en noir et blanc, à part bien sûr, on voit que à travers l'éclair de Zeus, ça illumine en couleur leurs habits et leurs visages. Je trouvais qu'il y avait des concepts vraiment forts quand Thor donne momentanément son pouvoir aux enfants. Et en fait, on voit l'éclair qui se propage à travers les enfants et ça représente Yggdrasil, l'arbre dont on nous parle et dont on nous parle tout d'abord dans Captain America, parce que c'est Red Skull qui cherche le Tesseract. Cet arbre mythologique et mythique. Dans cette mythologie, ça fait un peu trop de mythes là, mais vous avez compris, c'est un super arbre. Là où j'ai moins vibé sur le côté réel et visuel, c'était les fonds verts et les effets visuels que je trouvais vraiment pas fous. Mais ça, j'ai l'impression que ce soit de Marvel ou d'autres films, j'ai l'impression qu'on régresse sur les effets spéciaux depuis quelques années. J'ai eu la même impression pendant Doctor Strange 2. Il y avait certains effets et fonds verts, j'avais l'impression que c'était une blague, quoi. Ça faisait un peu parodique à des moments. Notamment quand Thor retrouve Jane sur la place de New Asgard, bah, on voit clairement qu'il y a le fond vert et que c'est mal fait, quoi. Et ça, c'était assez surprenant de la part de Marvel. Donc c'est vrai que sur la réal, j'ai pas vraiment de négatif à dire, puisque je trouve que c'est bien exécuté, le rythme est ok, il y avait quand même quelques longueurs, du genre quand Jane et Thor se parlent sur le bateau magique conduit par les chèvres, le moment dure super longtemps. Moi c'est plus sur le fond que je suis dérangée, donc comme je le disais, là la phase 4, pour l'instant, on a un vrai manque d'intention, de fil rouge. On va quelque part, on ne sait pas où, mais on y va. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, il n'y a pas de grand méchant qui a été introduit. Après, on a les séries, bien sûr, pour compléter tout ça.
On a eu Kang, le conquérant, qui est censé, je suppose, être le grand méchant de cette phase-là, mais qu'on a vu pour l'instant que dans Loki. Et je sais pas, j'attendais un peu de lien. Ouais, ça manquait du coup de lien avec là ce qui est en train d'être mis en place. Du coup, c'est un peu dommage. Je sais vraiment pas où Marvel va, mais on y va. En ce qui concerne Gore, le boucher des dieux. Alors, premièrement, Christian Bale, c'est mon acteur préféré, c'est mon dieu vivant. Littéralement, là, c'est un dieu. Enfin, c'est un boucher des dieux. Et j'avais à la fois hâte et peur de le voir dans ce rôle. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et j'adore tous ses rôles. Mais c'est un acteur qui est réputé à Hollywood pour être très sérieux. Même ses rôles, de manière générale, sont assez solennels. Et c'est vrai que de le voir débarquer dans le MCU, j'avais un peu peur que son sérieux et son côté solennel, etc., ne fit pas forcément avec le MCU et encore moins avec la patte de Taika Waititi qui est pop, coloré et complètement barré. Bah écoutez, sur ça, j'étais assez relativement surprise parce qu'en fait je trouve que il s'est très bien adapté, il joue trop bien, mais ça c'était pas une surprise. Ça pour le rôle et son acting dedans, je me faisais pas de soucis. Moi, ce qui m'a peiné, bah c'est que le type, c'est un boucher des dieux. Et bah on le voit tuer un dieu, quoi. Il a un temps d'écran qui est ridicule. On le voit à peine. On le voit au début parce que il fallait bien faire comprendre aux spectateurs en 2-2 c'était quoi son bail. Donc les gars ils étaient là, allez-y montrez sa fille. Ouais, faites-la crever. Yes, là il devient méchant. Allez, c'est parti, scène suivante, Thor, on y va. Du coup, pour moi, ça manquait vraiment de profondeur dans le personnage, en fait. Je pense que c'est c'est quand même un méchant qui est super connu dans les comics, qui est légendaire. Le type, enfin, je veux dire, c'est un boucher des dieux. On peut pas faire quand même plus vénère comme appellation. Et au final, bah ça, c'est pas du tout représenté à l'écran. Voire que dalle, hein. Puisqu'on le voit tuer juste un seul dieu, et c'est comme ça qu'il prend possession, que la nécrolame prend possession de lui. Mais mis à part ça, ouais, c'était très décevant sur son temps d'écran, sur la profondeur de son personnage, parce que ce qui fait aussi un bon film, c'est un bon méchant et une bonne rivalité entre le méchant et le héros. Et là, pour le coup, moi, c'était, en tout cas à mon sens, ça n'était pas du tout présent dans le film. Là où j'ai eu vraiment de mal avec le film, c'est... j'ai du mal à le dire autrement, mais le côté beauf, le tournant beauf / débile qu'on a pris sur l'humour du film, qui pour moi était peut-être un petit peu trop là sur ce film-là. La dose parfaite pour moi, c'était dans Ragnarok. On avait vraiment un super équilibre entre humour bien placé, bien débile comme il faut, et le côté sérieux du film et le reste. Mais là, alors honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais on est quand même sur un délire. Les gars, il fait JCVD. Il nous tape une JCVD dès les débuts entre les deux motos. Alors sur le coup, ça m'a fait rire, mais vraiment rire de... On en est là? On fait ça, Marvel, là? Vraiment? Genre, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder à un moment? C'est quand quand ils vont voir Zeus, il y a un dieu Bao. Alors, aidez-moi si j'ai pas la ref, hein. Bao, moi, tout ce que je connais en rapport à Disney, c'est le court-métrage. Mais c'est tout. Genre, là, il y avait des délires. Plusieurs fois, ça faisait très parodique, en fait. Et moi, j'avoue que ça m'a grave gêné. Ensuite, un point qui, je sais, a dérangé beaucoup de monde sur l'évolution de Thor, c'est la façon dont il est traité depuis les débuts. Je pense qu'en fait, il savait pas trop quoi faire avec ce personnage, surtout vu que c'est Kenneth Branagh, donc le réalisateur dont je parlais tout à l'heure, qui l'a pris en main. Il y avait quelque chose de très solennel, et c'est peut-être pas ce que la direction Marvel voulait. Donc quand ils ont repassé le flambeau à Taika Waititi, qui a pris une autre direction complète, je pense que ça fait bizarre à beaucoup de gens. Et c'est surtout la partie endgame où Thor devient gros, dépressif, etc., qui a beaucoup fait réagir. Moi, ça m'a pas forcément dérangé. Je trouvais que c'était assez fun, même de voir qu'au final, un dieu comme lui, au final, est tout autant humain émotionnellement que nous, et qui peut être en dépression, qui peut galérer dans sa vie. Et ça, je trouvais que c'était pas gênant, c'était même plutôt drôle. Peut-être un peu abusé à certains moments, je suis d'accord.
Mais je sais que je fais pas partie de la team de ces gens qui ont été déçus par le traitement de Thor à ce niveau, même si je peux comprendre que bah, forcément on a un dieu dans le MCU et puis le type il le respecte pas quoi, genre il finit en obésité pendant Endgame, donc je peux comprendre. Mais là c'est vrai que l'évolution je la comprends pas bien non plus parce que même en termes d'humour et de comportement, bah, c'est bizarre quoi. Ensuite, en ce qui concerne la partie vraiment fond du film, scénario et intrigue, j'ai quand même bien apprécié de voir notre Jane Fonda slash Jodie Foster nationale, parce qu'on l'avait quand même pas vue depuis longtemps, depuis Thor 2, je crois. Donc c'est vrai que ça faisait plaisir. C'est cool de la voir en Mighty Thor, même si je trouvais que, encore une fois, niveau effets spéciaux, son casque par exemple était pas bien fait du tout. Mais son costume était cool. Comparé à celui de Thor, que j'ai trouvé vraiment moche. Ça faisait presque cosplay un peu raté, tu vois. Enfin, ça faisait déguisement et pas costume de Thor, tu vois. Bref, pour revenir à notre petite Jane, j'ai bien apprécié. Bon, la storyline cancer, je m'y attendais pas. Pourquoi pas, vraiment, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Moi, je redoutais surtout beaucoup l'explication du comment est-ce qu'elle devient Mighty Thor, parce qu'on sait que Marvel et beaucoup d'autres studios aiment bien prendre des raccourcis scénaristiques à ce niveau-là. Et là, je trouvais que l'explication se tenait, donc ça m'a rassuré. Mais par contre, ouais, bah, sa mort était prévisible, la ramener pour au final la refaire mourir, c'était prévisible. Ce qui m'amène à la chose qui m'a bien vénère, hein, vraiment. Là, on peut parler de raccourcis scénaristiques, on peut parler de fainéantise, je pense. C'est à la fin, quand ils ont passé la porte d'éternité et que Thor fait un discours à Gorr, le boucher des dieux, sur « Je ne vais pas passer les derniers moments de Jane à parler avec toi, je vais choisir. » Oh, le focus! Merci. On me nique ma scène. Et qui lui dit qu'il va choisir l'amour et passer ses derniers moments en amour et que Gorr aussi devrait choisir l'amour. Parce que l'amour vainc tout. Amour et tonnerre. Non. Non, vraiment non. Ça, j'en ai marre des séries et des films qui te battent tout à coups d'amour et d'amitié. Les gars, s'il vous plaît, genre... On a tellement été habitués à mieux, je trouve, dans le MCU de manière générale, que là, vous pouvez pas nous servir d'étrange de on va te niquer ta race à coup d'amitié et à coup d'amour. Si je devais résumer un petit peu, l'impression que j'ai, c'est que je suis sortie du cinéma vraiment frustrée. Parce que pour moi, ça manque de fil rouge, de ligne directrice. On ne sait pas où on va, mais on y va. Ouais, c'est bien, c'est comme là, c'était comme un bon épisode de série où on a un début, une fin, un méchant qu'on n'exploite pas. C'était comme un épisode de la série The Flash, quoi, vraiment. C'est très aseptisé, je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous bassine avec beaucoup de contenu, parce que Dieu sait qu'il y en a eu là depuis 2 ans entre les séries et les films. On a quand même été gâtés, si je puis dire. Mais bon, si c'est pour être gâté et plutôt gavé de contenu, sans réel enjeu derrière, sans réelle ligne directrice, je vois pas bien à quoi ça sert. J'espère vraiment qu'on va avoir une avancée dans l'intrigue et dans le grand méchant de cette phase 4, si c'est bien Kang, parce qu'au final, c'est à se demander si c'est vraiment lui qui va être le méchant de cette phase. Pour l'instant, vu qu'on l'a vu nulle part ailleurs que dans Loki et qu'il n'y a aucune référence à ça qui est faite, c'est vraiment à se poser la question, hein. Voilà, c'est tout pour ce bocal qui est concerné Thor 4 Love and Thunder. Si vous aimez bien ce contenu, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai mes petites aventures là-bas. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau bocal ou une nouvelle réaction à un film, à une série ou à un album de musique. Des bisous!